Une semaine du petit elfe ferme l'œil. Dans le monde entier, il n'est personne qui sache autant d'histoires que Ole ferme l'œil. Lui, il sait raconter. Vers le soir, quand les enfants sont assis sagement à table ou sur leur petit tabouret, Ole ferme l'œil arrive. Il monte sans bruit l'escalier, il marche sur ses bas, il ouvre doucement la porte et pfff, il jette du lait doux dans les yeux des enfants. Un peu seulement, mais assez cependant pour qu'ils ne puissent plus tenir les yeux ouverts, ni par conséquent le voir. Il se glisse juste derrière eux et leur souffle dans la nuque. Alors leur tête devient lourde, lourde. Mais ça ne fait aucun mal, car Ole ferme l'œil ne veut que du bien aux enfants. Il veut seulement qu'ils se tiennent tranquilles. Et ils le sont surtout quand on les a mis au lit. Quand les enfants dorment, Ole ferme l'œil, s'assied sur leur lit. Il est bien habillé, son habit est de soie, mais il est impossible d'en dire la couleur. Il semble vert, rouge ou bleu selon qu'il se tourne. Il tient un parapluie sous chaque bras. L'un décoré d'images, et celui-là il l'ouvre au-dessus des enfants sages qui rêvent alors toute la nuit des histoires ravissantes. Et sur l'autre parapluie, il n'y a rien. Il l'ouvre au-dessus des enfants méchants. Alors, ils dorment si lourdement que le matin, en s'éveillant, ils n'ont rien rêvé du tout. Et maintenant, nous allons vous dire comment Ole ferme l'œil, durant toute une semaine, vint tous les soirs chez un petit garçon qui s'appelait Hjalmar. Cela fait en tout 7 histoires, puisqu'il y a 7 jours dans la semaine. Lundi. Écoute un peu, dit Ole ferme l'œil le soir, lorsqu'il eut mis Hjalmar au lit. Maintenant, je vais décorer ta chambre. Et voilà que toutes les fleurs en pot devinrent de grands arbres, étendant leurs branches jusqu'au plafond et le long des murs, de sorte que la pièce avait l'air d'une jolie tonnelle. Toutes les branches étaient couvertes de fleurs, chacune plus belle qu'une rose, embaumant délicieusement. Et s'il vous prenait envie de la manger, elle était plus sucrée que de la confiture. Les fruits brillaient comme de l'or, et il y avait aussi de petits pains mollets bourrés de raisins. C'était merveilleux. Mais tout à coup, des gémissements lamentables se firent entendre dans le tiroir de la table où Hjalmar rangeait ses livres de classe. « Qu'est-ce que c'est » dit Ole. Il alla vers la table, ouvrit le tiroir. C'était l'ardoise qui se trouvait mal, parce qu'un chiffre faux s'était introduit dans le calcul. Le crayon d'ardoise sautait et s'agitait au bout de sa ficelle, comme s'il était un petit chien. Il aurait voulu corriger le calcul, mais il n'y arrivait pas. Et puis, il y avait le cahier d'écriture de Hjalmar. Il se lamentait en dedans, que ça faisait mal de l'entendre. Sur chaque page, il y avait des lettres majuscules modèles, chacune avec une petite lettre à côté, formant une rangée modèle du haut en bas. Et à côté de celle-là, il y en avait qui croyaient être semblables au modèle. C'était celle que Hjalmar avait écrite. Celles-là allaient tout de travers, comme si elles avaient trébuché sur le trait de crayon où elles auraient dû se poser. « Regardez, voilà comment il faut vous tenir, » disait le modèle. « Comme ça, à côté de moi, d'un seul trait. »« Oh, nous voudrions bien, » disaient les lettres de Hjalmar, « mais nous n'y arrivons pas, nous sommes très malades. »« Alors, il faut vous purger, » disait Ole ferme l'œil. « Oh non, non !» criait-elle. Et les voilà debout toutes droites, que c'en était un plaisir de les voir. « Mais maintenant, nous n'allons pas raconter d'histoire, » dit Ole ferme l'œil. « Il faut que je leur fasse faire l'exercice. 1, 2, 1, 2. » Il fit faire l'exercice aux lettres. Elles se tenaient aussi droites, étaient aussi bien constituées que n'importe quel modèle. Mais une fois Ole ferme l'œil parti, quand Hjalmar alla les voir, elles étaient aussi lamentables qu'auparavant. Mardi. Aussitôt que Hjalmar fut au lit, Ole ferme l'œil toucha de sa petite seringue magique tous les meubles de la chambre. Aussitôt,
Ils se mirent tous à bavarder, mais ils ne parlaient que d'eux-mêmes, sauf le crachoir qui restait muet, mais s'irritait de les voir si vaniteux, ne s'occupant que d'eux-mêmes, ne pensant qu'à eux-mêmes, et n'ayant pas la plus petite pensée pour lui, qui, modestement, restait dans son coin et tolérait qu'on lui crache dessus. Au-dessus de la commode était suspendue une grande peinture dans un cadre doré. On y voyait un paysage avec de grands vieux arbres, des fleurs dans l'herbe, une pièce d'eau et une rivière qui coulait derrière le bois passait devant de nombreux châteaux et se jetait au loin dans la mer libre. Ole Ferme-l'œil toucha le tableau de sa seringue. Alors, les oiseaux peints commencèrent à chanter, les branches des arbres ondulèrent et les nuages coururent dans le ciel. On pouvait voir leur ombre se déplacer sur le paysage. Ole Ferme-l'œil souleva Hjalmar jusqu'au cadre, et le petit garçon posa ses jambes dans la peinture, et le voilà debout dans l'herbe haute. Le soleil brillait sur lui à travers la ramure. Il courut jusqu'à l'eau, s'assit dans la barque peinte en rouge et blanc, les voiles brillaient comme de l'argent, et 6 cygnes portant chacun un collier d'or autour du cou et une étoile bleue scintillante sur la tête, tiraient le bateau au long de la verte forêt où les arbres parlaient de brigands et de sorcières, et les fleurs de ravissants petits elfes et de ce que les papillons leur avaient raconté. De beaux poissons aux écailles d'or et d'argent nageaient derrière la barque. De temps en temps, ils faisaient un saut et l'eau clapotait. Les oiseaux rouges et blancs, grands et petits, volaient derrière eux en 2 longues rangées. Les moustiques dansaient, les hannetons bourdonnaient. Ils voulaient tous accompagner Hjalmar, et ils avaient tous une histoire à raconter. Ah, ce fut une belle promenade en bateau. Par moments, les bois étaient épais et sombres, puis ils devenaient des jardins ensoleillés et fleuris, avec de grands châteaux de cristal et de marbre. Sur des balcons se tenaient des princesses qui étaient toutes des petites filles connues de Hjalmar, avec lesquelles il avait déjà joué. Elles étendaient la main et tendaient chacune le petit cochon de sucre le plus exquis qu'aucun confiseur n'eût jamais vendu. Hjalmar, au passage, saisissait par un bout le petit cochon. La petite fille tenait ferme de l'autre, en sorte que chacun en avait un morceau, elle, le plus petit, Hjalmar, de beaucoup le plus gros. Devant chaque château de petit prince montait la garde. Ils portaient armes avec des sabres d'or et faisaient pleuvoir des raisins secs et des soldats de plomb. C'étaient de véritables princes. Hjalmar naviguait tantôt à travers des forêts, tantôt à travers d'immenses salles ou à travers une ville. Il lui arriva même de traverser la ville où habitait sa bonne d'enfant, celle qui le portait dans ses bras quand il était tout petit et qui l'aimait tant. Elle lui fit des signes et lui sourit et chanta cet air charmant qu'elle avait elle-même composé pour lui. Je pense à toi à toute heure, mon cher petit Hjalmar chéri. C'est moi qui baisais ta petite bouche et aussi ton front, tes joues vermeilles. Je t'ai entendu dire tes premiers mots et puis il a fallu te quitter. Que notre Seigneur te bénisse ici-bas, mon bel ange descendu des cieux. Tous les oiseaux chantaient avec elle, les fleurs dansaient sur leurs tiges, et les vieux arbres dodelinaient de la tête, comme si Ole Ferme-l'œil eût aussi, pour eux, raconté cette histoire. Mercredi. Oh, comme la pluie tombait au dehors. Hjalmar l'entendait même dans son sommeil, et quand Ole Ferme-l'œil entr'ouvrit une fenêtre, il vit que l'eau montait jusqu'au ras du chambranle. Un vrai lac. Mais un magnifique navire mouillait devant la maison. « Viens-tu avec nous, petit Hjalmar ?» dit Ole Ferme-l'œil. « Tu pourras voyager cette nuit dans les pays étrangers et être de retour demain matin. » Et voilà Hjalmar, dans son costume du dimanche, debout sur le magnifique navire. Le temps devint aussitôt radieux. Ils naviguèrent de par les rues, croisèrent devant l'église, et bientôt ils furent en pleine mer. On alla si loin qu'on ne voyait plus aucune terre, mais seulement une troupe de cigognes,
qui venaient aussi du Danemark et allaient vers les pays chauds. Elles se suivaient l'une derrière l'autre et avaient déjà volé si longtemps, si longtemps. L'une d'elles était très fatiguée. Ses ailes ne pouvaient plus la porter. Elle était la dernière de la file. Bientôt, elle fut loin derrière les autres. Elle volait de plus en plus bas, donna encore quelques faibles coups d'aile, mais en vain. Elle toucha de ses pieds le cordage du bateau, glissa le long de la voile, et poum, la voilà sur le pont. Le mousse la prit et l'enferma dans le poulailler avec les poules, les canards et les dindons. La pauvre cigogne était toute confuse de cette compagnie. « En voilà un drôle d'oiseau !» dirent les poules. « Nous sommes bien tous d'accord, elle est stupide. »« Bien sûr, elle est stupide !» gloussa le dindon. Alors la cigogne se tut et rêva de son Afrique. « Comme vous avez là de jolies longues jambes maigres, dit la dinde. Combien en vaut l'une ? Coin, 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 ricanaient les canards. Mais la cigogne fit celle qui n'a rien entendu. Vous pourriez bien rire avec nous, dit le dindon, car c'était très spirituel. Ou bien, peut-être, n'était-ce pas d'un goût assez relevé pour vous, si haut perché ? Glou glou, madame n'aime pas la plaisanterie. Allons, soyons spirituels entre nous. Et les poules de glousser, et les canards de cancaner. Coin, coin, coin. C'était extraordinaire comme il se trouvait drôle. Mais Hjalmar alla droit au poulailler, ouvrit la porte, appela la cigogne, qui sautilla sur le pont jusqu'à lui. Elle s'était reposée et saluait Hjalmar comme pour le remercier. Puis elle étendit ses ailes et s'envola vers les pays chauds, tandis que les poules gloussaient, que les canards faisaient coin-coin et que la tête du dindon devenait toute rouge. « Demain, on fera une soupe de vous tous, disait Hjalmar. Et il s'éveilla, couché dans son petit lit. C'était un voyage extraordinaire qu'Ole Ferme-l'œil lui avait fait faire. Jeudi. Attends, dit Ole Ferme-l'œil, n'aie pas peur, tu vas voir une petite souris. Et il tendit vers lui sa main où était assise la jolie petite bête. Elle est venue t'inviter au mariage de 2 petites souris qui vont entrer en ménage cette nuit. Elles habitent sous le garde-manger de ta mère. Il paraît que c'est un appartement incomparable. Mais comment pourrais-je passer dans le trou ? Comment pourrais-je passer dans le petit trou de souris du parquet ? Demanda Hjalmar. Laisse-moi faire, dit Ole Ferme-l'œil. Je vais te rendre tout petit. De sa seringue magique, il toucha Hjalmar, qui aussitôt devint de plus en plus petit, jusqu'à n'être pas plus grand qu'un doigt. Maintenant, tu peux emprunter ces vêtements aux soldats de plomb. Je crois qu'ils t'iront bien. Allons-y, dit Hjalmar. En un instant, le voilà habillé comme le plus mignon petit soldat de plomb. Voulez-vous avoir la bonté de vous asseoir dans le dé à coudre de votre mère ? Dit la souris. J'aurai l'honneur de vous tirer. Mon Dieu, mademoiselle, allez-vous prendre cette peine ? Dit Hjalmar. Et les voilà partis au mariage de souris. D'abord, ils passèrent sous le parquet, dans un long couloir, juste assez haut pour que l'attelage du dé à coudre pût y passer. « Est-ce que ça ne sent pas bon ici ?» dit la souris. « Tout le couloir a été enduit de couenne, on ne peut pas faire mieux. » Puis, ils arrivèrent dans la salle du mariage. À la droite se tenaient toutes les souris femelles. Elles susurraient et chuchotaient comme si elles se moquaient les unes des autres. À gauche se tenaient les mâles. Ils se lissaient la moustache avec leurs pattes. Au milieu de la salle se tenaient les mariés, debout dans une croûte de fromage évidée. Et ils s'embrassaient à bouche que veux-tu, devant tout le monde, puisqu'ils étaient fiancés et allaient se marier dans un instant. Il arrivait de plus en plus d'invités, et les souris étaient serrées à s'écraser. Les mariés étaient placés au beau milieu de la porte, de sorte qu'on ne pouvait ni entrer ni sortir. La salle étant frottée à la couenne, on n'offrait rien d'autre à manger. Mais comme dessert, on apporta un pois, dans lequel une souris de la famille avait, de ses petites dents, gravé le nom des mariés, ou du moins leurs initiales. C'était tout à fait splendide. Toutes les souris furent d'accord pour dire que c'était un beau mariage. Vendredi.
C'est inouï. Combien de gens d'un certain âge voudraient m'avoir auprès d'eux, dit Ole Ferme-l'œil. Surtout ceux qui ont quelque chose à se reprocher. Mon bon petit Ole, me disent-ils, nous ne pouvons nous endormir. Et toute la nuit, nous sommes là, à voir défiler nos mauvaises actions qui, comme d'affreux petits démons, s'asseyent sur notre lit et nous aspergent d'eau bouillante. Ne voudrais-tu pas les chasser, que nous puissions dormir d'un bon somme ? Il soupire et ajoute tout bas. Nous te paierons bien. Bonsoir, Ole. L'argent est sur le bord de la fenêtre. Mais je ne fais pas ça pour l'argent. Terminé Ole Ferme-l'œil. Qu'est-ce qui va arriver cette nuit ? Demanda Hjalmar. Eh bien, je ne sais pas si tu as envie de venir encore ce soir à un mariage d'un tout autre genre que celui d'hier. La grande poupée de ta sœur, celle qui a l'air d'un homme et qu'on appelle Hermann, va épouser la poupée Bertha. C'est d'ailleurs l'anniversaire de la poupée. Il y aura donc beaucoup de cadeaux. Oui, je connais ça, dit Hjalmar. Quand les poupées ont besoin de robes neuves, ma sœur décide que c'est leur anniversaire ou qu'elles se marient. C'est arrivé plus de 100 fois. Oui, mais cette nuit, c'est le 101e mariage. Et quand le 101e est terminé, tout est fini. C'est pourquoi celui-ci sera splendide. Regarde un peu. Hjalmar regarda vers la table. La petite maison de carton était là, avec ses fenêtres éclairées, et tous les soldats de plomb présentaient armes. Les couples de fiancés étaient assis par terre, le dos appuyé au pied de la table, très songeurs, et ils avaient sans doute pour cela de bonnes raisons. Ole Ferme-l'œil, vêtu de la jupe noire de grand-mère, les bénit. Après la bénédiction, tous les meubles de la chambre entonnèrent la jolie chanson que voici, écrite par le crayon sur l'air de la retraite. Notre chanson arrive comme le vent sur le coupe nuptial dans la chambre, tous deux raides comme des baguettes, ils sont faits de peau de gants. Bravo, bravo pour la peau et les baguettes, nous le chantons à tous les vents. Puis on leur offrit tous les cadeaux. Ils avaient demandé qu'il n'y eût rien de comestible, car leur amour leur suffisait. « Allons-nous rester dans le pays ou voyager à l'étranger ?» demanda le marié. Ils prirent conseil de l'hirondelle qui avait beaucoup voyagé et de la vieille poule de la basse-cour qui avait couvé 5 fois des poussins. L'hirondelle parla des pays chauds où le raisin pend en grandes et lourdes grappes, où l'air est doux et où les montagnes ont des couleurs qu'on ne connaît pas du tout ici. « Mais ils n'ont pas de nos choux verts, dit la poule. J'ai passé un été à la campagne avec mes poussins. Il y avait un coin de gravier où nous pouvions gratter. Et puis, il y avait une sortie vers un potager plein de choux verts. Oh, qu'ils étaient verts! Je ne peux rien m'imaginer de plus beau. Mais un chou est pareil à un autre, dit l'hirondelle. Et puis il fait souvent si mauvais temps ici. Oui, mais on y est bien habitué. Et puis il fait froid, on gèle ici. Cela fait beaucoup de bien aux choux. D'ailleurs, il arrive que nous ayons chaud. Il y a 4 ans, nous avons eu un été qui a duré 5 semaines et où il faisait si chaud qu'on suffoquait. Et puis, nous n'avons pas de ces bêtes venimeuses qu'ils ont là-bas et nous n'avons pas de brigands. C'est une honte de ne pas trouver notre pays le plus beau du monde. Vous ne mériteriez pas d'y vivre. Moi aussi, j'ai voyagé. J'ai fait plus de 12 lieues en voiture dans un panier. Et je vous assure qu'un voyage n'a rien d'agréable. La poule est une femme raisonnable, dit la poupée Bertha. Moi non plus, je n'aime pas voyager dans les montagnes pour monter et descendre tout le temps. Nous allons tout simplement nous installer là-bas sur les graviers et nous nous promènerons dans le jardin aux choux. Et on en resta là. Samedi. Vas-tu me raconter des histoires maintenant ? Dit le petit Hjalmar. Nous n'avons pas le temps ce soir, dit Ole, en ouvrant au-dessus du petit son plus beau parapluie. Regarde ces Chinois. Et tout le parapluie ressemblait à une grande coupe chinoise, ornée d'arbres bleus et de ponts arqués, sur lesquels de petits Chinois hochaient la tête. Il faut que le monde entier soit astiqué pour demain, dit encore Ole, car c'est dimanche. Mon plus grand travail sera de descendre toutes les étoiles pour les astiquer aussi.
Je les prends toutes dans mon tablier, mais il faut d'abord les numéroter et mettre le même chiffre dans les trous où elles sont fixées là-haut, afin de les remettre à leur bonne place. Non, écoutez, monsieur Ferme-l'œil, vous exagérez, s'écria un portrait, accroché sur le mur, contre lequel dormait le petit garçon. Je suis l'arrière-grand-père de Jalmar. Merci de lui raconter des histoires. Mais vous ne devriez pas lui fausser ses notions. On ne peut pas décrocher les étoiles et les polir. Merci à toi, vieil arrière-grand-père. Mais moi, je suis encore plus ancien que toi. Je suis un vieux païen. Les Romains et les Grecs m'appelaient le dieu des rêves. J'ai toujours fréquenté les plus nobles maisons, et j'y vais encore. Je sais parler aux petits et aux grands. Tu n'as qu'à raconter à ton idée maintenant. Olle Ferme-l'œil partit là-dessus, en emportant son parapluie. Dimanche. Bonsoir, dit Olle Ferme-l'œil, et Jalmar le salua. Puis il se leva et retourna contre le mur le portrait de l'arrière-grand-père, afin qu'il ne prît pas à la conversation comme la veille. Voilà, tu vas me raconter des histoires, celle des 5 pois verts qui habitent à la même cosse, celle de l'os de coq qui faisait la cour à l'os de poule, celle de l'aiguille à repriser si fière d'elle-même qu'elle se figurait être une aiguille à coudre. Il ne faut pas abuser des meilleures choses, dit Olle Ferme-l'œil. Je vais plutôt te montrer quelqu'un. Je vais te montrer mon frère. Il s'appelle aussi Olle Ferme-l'œil, mais ne vient jamais plus d'une fois chez quelqu'un. Et quand il vient, il le prend avec lui sur son cheval et il raconte. Oh, quelles histoires! Il n'en sait que 2. Une, si merveilleusement belle que personne au monde ne pourrait l'imaginer. Une, si affreuse et si cruelle, impossible de la décrire. Et puis, il éleva dans ses bras le petit Jalmar jusqu'à la fenêtre et lui dit « Regarde, voilà mon frère, l'autre Olle Ferme-l'œil, qu'on appelle aussi la mort. Tu vois, il n'a pas du tout l'air méchant comme dans les livres d'images, où il n'est qu'un squelette. Non, son costume est brodé d'argent, et c'est un bel uniforme de hussard. Une cape de velours noir flotte derrière lui sur le cheval, et il va au galop. » Jalmar vit comment Olle Ferme-l'œil galopait, en entraînant des jeunes et des vieux sur son cheval. Il en plaçait certains devant lui et d'autres derrière, mais toujours d'abord il demandait « Et comment est ton carnet de notes ?» Tous répondaient « Excellent !»« Faites-moi voir ça !» disait-il, et il fallait lui montrer le carnet. Ceux qui avaient « très bien » ou « excellent » venaient devant, et ils entendaient une merveilleuse histoire. Ceux qui n'avaient que passable ou médiocre allaient derrière et entendaient l'histoire horrible. Ils tremblaient et pleuraient, et ils voulaient sauter au bas du cheval, mais ils ne le pouvaient plus. Ils étaient enchaînés à l'animal. « Mais la mort est un très gentil Olle Ferme-l'œil numéro 2, dit Jalmar. Je n'en ai pas peur du tout. Il ne faut pas en avoir peur, dit Olle. Il faut seulement veiller à avoir un bon carnet de notes. Ça, c'est un bon enseignement, murmura le portrait de l'arrière-grand-père. Il est toujours utile de donner son avis. Et il était fort satisfait. Et ceci est l'histoire d'Olle Ferme-l'œil. Il viendra sûrement ce soir vous en raconter lui-même bien davantage. Fin du premier tome des Contes merveilleux d'Hans Christian Andersen. On retrouvera le tome 2 dans quelques semaines. À bientôt. Bonjour et bienvenue sur le dernier vlog lecture sur le premier tome des Contes merveilleux de Hans Christian Andersen. J'espère que vous avez aimé le voyage et la découverte des contes d'Andersen avec moi parce que franchement j'ai vraiment apprécié. Ce dernier vlog du coup il est un peu plus court parce que j'ai choisi de ne faire que la semaine là, du petit elfe Ferme-l'œil. Et je le filme dans mon salon parce que j'avais oublié de filmer le vlog lecture à la suite de la lecture quand je l'ai fait il y a quelques jours. Donc j'ai bien aimé. Je trouvais que c'était plus enfantin peut-être que certains autres des contes d'Andersen, mais il y a quand même assez régulièrement des références à la mort.
comme là c'était le cas avec l'autre elfe ferme l'œil qui est la mort, alors que lui c'était les rêves, donc un peu un espèce de marchand de sable. Et par rapport à Andersen, je vais vérifier un peu au sujet de sa bio. Donc je sais que c'est des choses que je promets assez régulièrement pour toutes les lectures que je fais en audio sur la chaîne. Mais j'ai envie de travailler un petit peu sur lui, sa biographie et la part de biographie qu'il met dans ses contes. Parce que j'ai une petite théorie que j'aimerais bien vérifier, c'est si c'était un collecteur de contes, comme peut l'être, il me semble, Perrault, comme pouvaient l'être, il me semble aussi, les frères Grimm, ou alors des gens comme Anatole Lebras, François Luzel aussi, dans des contes plus régionaux, ou si c'était un auteur de contes. Et donc là, il y a la petite différence, étant que l'auteur imagine ces contes-là et que le collecteur ne fait, entre guillemets, que retranscrire des contes qui relèvent du folklore, d'un folklore local ou régional. J'ai envie de m'intéresser en fait à l'homme derrière l'auteur. J'ai l'impression qu'il a une vie vraiment touchante et je crois que j'avais mis des liens dans le dernier vlog lecture. Il me semble que j'avais mis des liens vers des films, dont un qui était plus biographique que l'autre. Donc j'ai envie de jeter un œil à ça, regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des documentaires par exemple. Et alors pour revenir sur l'elfe ferme l'œil, donc on a le côté vraiment entre guillemets marchand de sable, peut-être hypnose, il me semble chez les Grecs, mais ça m'a fait vachement penser à Sandman. Donc je me demande aussi si Andersen quelque part n'est pas aussi une source d'inspiration pour Neil Gaiman et pour le personnage de Sandman, donc l'infini qui est le maître des rêves entre guillemets. Sachant que dans l'univers de Neil Gaiman, donc il y a des dieux, mais les infinis sont plus que des dieux. Alors d'ailleurs, à ce propos, je vous conseille très fortement à la fois de lire les comics. Donc moi j'ai commencé à les lire en ligne, mais je ne vais pas vous donner de lien, c'est trouvable. Hein. Mais je vous conseille également de regarder la série qui a été adaptée de Sandman. Je ne sais plus si c'est sur Netflix ou sur Amazon. Je vous mettrai un lien. Mais du coup, je trouve ça très intéressant. Le côté, on a le côté conte fantastique avec Ferme l'œil, mais le côté aussi, le côté inquiétant, étrange. Qui est très fortement lié à d'anciennes mythologies, enfin des rites anciens. Donc voilà, je vais faire un petit peu de pub du coup pour le prochain livre que je lirai là. Donc ça ne sera pas des contes, mais ce sera un roman du samedi qui est Le merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède de Selma Lagerlöf. Donc cette édition-là, c'est une édition pocket qui date il y a pas mal de temps, je vais vous dire. Ça va durer un petit peu. Hein. Ça date de 83. Et c'est une traduction de... je crois que c'est Tekla Amar, qui est une traductrice qui est à peu près une contemporaine de Selma Lagerlöf. C'est une traduction qui est tombée dans le domaine public, que vous pouvez trouver sur le site de la BNF Gallica. Si vous voulez le lire, je vous mettrai un lien également. Je vais vous lire le résumé de ce roman et vous allez voir l'aspect conte qui est vraiment très, très important. Selma Lagerlöf a écrit un vrai conte de fées où les fées elles-mêmes n'apparaissent guère, mais où leur pouvoir surnaturel est dévolu aux tontes, aux lutins, à ces génies familiers du foyer scandinave. Avec quel amour l'ancienne petite maîtresse d'école écrivit ce joli roman, et quelle charmante moraliste qui a toujours de la peine à punir ou blâmer les coupables. Ce petit Nils, mauvais garnement, est ensorcelé, car il avait taquiné et brimé un tonte. Devenu tonte lui-même, il fera, en compagnie d'une tribu d'oies sauvages, une magnifique randonnée à travers la Suède. Le jeu des oies, la danse des grues à Kullaberg, les courses de vitesse avec Heinrich la cigogne. Quel gosse ne désirerait pas être transformé en tonte? Donc c'est une citation de Henri Poulaille. Et c'est une aquarelle de Karl Larsson.
Et du coup, j'ai vérifié, c'est vraiment bien cette édition-là que vous allez trouver sur le site de Gallica BNF. Donc il y a une préface qui sera assez longue, mais je ne suis pas encore hyper calée en termes de droit d'auteur et le droit d'exploitation entre guillemets des œuvres. Donc il me semble que je ne peux pas la transformer, donc je lirai quand même la préface en entier. Comme vous pouvez le constater, c'est quand même écrit petit. Et ce que j'ai lu aussi sur ce livre-là, c'est que j'ai dû lire ça sur la fiche Wikipédia de Selma Lagerlöf, c'est que c'était une commande de l'équivalent du ministère de l'Éducation suédois pour que Selma Lagerlöf écrive un roman qui traite du folklore, mais qui puisse apprendre la géographie aux enfants. Donc on est bien pour des enfants, je pense, plus de primaire. Et franchement, moi, ça me dit bien. C'est sans doute, il me semble que ça doit dater du 19e siècle, donc je pense que il y a forcément des choses qui vont être un petit peu passées par rapport à ce qu'on peut lire de nos jours, comme pour les contes, comme pour les romans classiques que je peux lire sur la chaîne. Je vais vous lire un petit bout. Le premier paragraphe s'appelle Nils Holgersson. Ils sont longs, hein, les chapitres, pardon. Les chapitres sont assez longs. Je vais sûrement écorcher les noms s'il y en a. Vous m'excuserez. Je vais vous lire un petit bout. Dimanche 20 mars. Il était une fois un gamin d'environ 14 ans, grand, dégingandé, avec des cheveux blonds comme de la filasse. Il n'était pas bon à grand-chose. Dormir et manger étaient ses occupations favorites. Il aimait aussi à jouer de mauvais tours. Un dimanche matin, ses parents s'apprêtaient à aller au temple. Assis en bras de chemise sur un coin de la table, il se réjouissait de les voir partir et d'être son maître pendant une couple d'heures. « Je vais pouvoir, songeait-il, décrocher le fusil de père et tirer 2 ou 3 cartouches sans que personne s'en aperçoive. » On eût dit que le père devinait ses projets. Au moment de partir, il s'arrêta sur le seuil et dit « Puisque tu ne veux pas nous accompagner au temple, tu pourrais bien lire le prône à la maison. Me le promets-tu » ? « Oui, si vous voulez. » Il pensait bien ne lire que ce qui lui plairait. Jamais il n'avait vu sa mère aussi prompte. En un clin d'œil, elle fut devant la petite étagère suspendue au mur. Elle y prit le sermonnaire de Luther et le plaça sur la table devant la fenêtre, ouvert au sermon du jour. Elle chercha aussi l'évangile de ce dimanche et le mit à côté du sermonnaire. Enfin, elle approcha de la table le grand fauteuil qu'on avait acheté l'année précédente à la vente du presbytère de Wemenhaug et où d'ordinaire seul le père avait le droit de s'asseoir. Le gamin songeait que la mère se donnait bien trop de mal pour cette mise en scène, car il ne lirait certes qu'une page ou deux. Mais de nouveau, le père semblait deviner ses intentions. Il dit d'une voix sévère « Tâche de lire attentivement. Lorsque nous serons de retour, je t'interrogerai page par page. Gare à toi si tu en as sauté. » « Le sermon a 14 pages et demie, ajouta la mère. Tu ferais bien de t'y mettre tout de suite, si tu veux avoir fini à temps. Ils partirent enfin. De la porte, le gamin les regardait s'éloigner. Il était comme pris au piège. « Ils sont maintenant bien contents, murmura-t-il, de me savoir enfermer le nez sur un livre pendant toute leur absence. » Donc, comme vous pouvez le constater, je pense qu'il va y avoir pas mal de références à la religion, donc religion luthérienne. C'est peut-être une branche du protestantisme. Je suis une grosse quiche en christianisme. Vous m'excuserez, j'ai dit peut-être des bêtises. Mais ça me disait bien parce que là, le folklore scandinave, que je trouve quand même différent de la mythologie nordique avec Odin, etc. Le folklore scandinave, on va toucher vraiment à tout ce qui est créatures féeriques. Donc déjà, les tontes, je vous montre comment ça s'écrit. Comme une tomate, mais sans le A. Les tontes, les fées, est-ce qu'il peut y avoir des trolls Les Selkies, je suis pas sûre que ce soit de là. Je pensais aux Selkies, mais je pense que c'est plus celtique. Mais on va voir ce que ça va donner. Et en termes de découpage, je me référerai plutôt à l'édition numérique parce que ce sera plus facile. Comme ça, j'aurai pas à zapper le bruit des pages qu'on tourne. Je pense que je lirai 1 ou 2 chapitres maxi parce qu'ils ont l'air d'être assez conséquents et je me rendrai plus compte sur une version numérique du livre que sur le bouquin physique. C'est plus facile à lire pour moi comme ça.
Donc j'espère que vous me suivrez dans cette aventure et puis pour découvrir un peu le folklore scandinave. À tout bientôt, rêvez tout grand. N'hésitez pas à me dire si vous avez des petites remarques, des petits commentaires, si vous avez des suggestions aussi en termes d'auteurs ou de folklore particulier. Je suis tombée par exemple sur un site québécois de conteurs, il me semble bien, qui regorge de contes qu'on peut lire soit par auteur, par pays, qui est bien foutu. Si je le retrouve, je vous le mettrai aussi en barre d'informations. À bientôt!